Un autre facteur d'enrichissement des lacs d'altitude, c'est la fonte de la neige, hein, donc, où là on a concentration de nos PCB dans la neige, et puis on a des inputs dans le lac qui vont être très ponctuels. Donc c'est de la pollution diffuse qui vient de la pollution ponctuelle par transformation en accumulation dans le manteau neigeux. Au niveau du lac, on a partition entre le particulaire et le dissous. Le particulaire, ça va avoir tendance à sédimenter. Tant qu'on reste dans le sédiment superficiel, il peut y avoir des phénomènes de remise en suspension ou de diffusion à partir de l'eau porale. Et puis ensuite, ça va s'enfouir dans le sédiment. Et on va en retrouver profondément dans le sédiment du fait de sa stabilité. On a une stabilité qui est importante, pas trop en phase atmosphérique. Enfin, ça, ce sont des données qui sont des manipes labo sur la dégradation radicalaire des PCB à l'état gazeux. Donc on pourrait s'attendre, avec des demi-lits aussi faibles, à en avoir peu dans l'atmosphère. Donc il y a peu d'études en mesure réelle atmosphérique, et c'est dommage, parce que c'est un peu contradictoire d'avoir des demi-lits aussi courtes dans des chambres de simulation en labo, et de constater qu'on a malgré tout des concentrations élevées dans la phase atmosphérique à l'état gazeux. Malgré tout, c'est la voie de décontamination actuelle principale de notre environnement, la voie supposée de décontamination principale, hein, par attaque radicalaire, donc des composés à l'état gazeux. Si on regarde ce qui se passe au niveau du sédiment, c'est encore des manips labo, donc c'est assez variable selon la molécule et puis selon le type de sédiment qui a été exposé. Mais la déchloration anaérobie, elle est quasiment inexistante, hein, puisqu'on a des temps de demi qui varient de 200 à 2000 jours. Et c'est sûrement plus important parce qu'on verra tout à l'heure qu'on arrive à quantifier des PCB qui ont été stockés dans le sédiment dans les années 1920. Donc au niveau de nos trois grands lacs, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du carottage avec une barge. Carottage dans les points les plus profonds du lac, donc, sauf le Léman, parce que le point le plus profond il est à 390 mètres, et avec notre câble on n'avait pas assez de ficelle au bout, donc on n'est pas aussi profond. Non, c'est très difficile de carotter correctement dans le Léman vu la profondeur, donc on a carotté à une centaine de mètres de profondeur. Pour Annecy, c'est ce qui est représenté ici, on est à moins 69 mètres de profondeur. On se met le plus loin possible des berges pour ne pas avoir trop d'influence du bassin versant et avoir plutôt une idée de la contamination globale. On a fait aussi des points répartis spatialement dans les différents lacs, Annecy, Bourget, pour voir un petit peu si on a des grosses fluctuations ou pas. Et puis ensuite, on récupère des carottes qui ici sont coupées en deux. Donc ça, c'est une carotte du lac du Bourget qui est bien barbée. Et la datation se fait au césium 137. Les radioéléments ils nous sont très utiles ici pour avoir notre datation, hein, avec les épisodes liés à l'utilisation en défense. Ça permet d'avoir des dates précises et de charger, ça nous donne une deuxième date précise. Et puis après, ça se fait par montage de barbe aussi pour bien rapporter donc, notre carotte datée aux carottes qui vont être analysées. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une contamination qui est très différente. Donc mon graphique est très mal réalisé parce que là vous allez lire, c'est la même chose dans les trois lacs, sauf le lac d'Annecy qui est ici. Attention, c'est double échelle. Donc le lac du Bourget en noir, c'est cette courbe-là. Depuis les années 1880 jusqu'à 2007, on a une contamination qui est allée jusqu'à 1800 microgrammes par kilo. Alors que sur le Léman et Annecy, la contamination maxi, c'est 50 et quelques microgrammes par kilo. Donc on a un sacré facteur d'écart entre les deux, et on va voir dans un moment que c'est fortement lié au bassin versant. Donc la contamination, elle était nulle avant les années 1900. Le début de production aux États-Unis, ça a été 1927, donc ça, on est probablement dans l'incertitude, dans des artefacts de mesure. Et puis on voit qu'à partir des années 20, ça a augmenté dans les trois lacs, avec des courbes d'évolution qui sont malgré tout différentes, hein, une progression assez régulière sur Annecy, et puis vraiment un pic de production, de concentration sur le Léman et sur le Bourget.
Ça encore, c'est lié au bassin versant et à l'activité. Ici, bien sûr, on retrouve le maxi pour les 3 lacs dans les années 70, hein, qui correspond au maximum de production et utilisation à l'échelle mondiale. Et puis pour le Léman et le Bourget, là on a un pic dans les années 60. Alors en fait, le pic, ça a déjà été étudié dans le Bourget par mon collègue Tassin du CEREV, qui avait fait les mêmes mesures à peu près au même endroit que nous. Et lui, il attribuait cette diminution à des variations d'émissions. Quand on l'a retrouvé sur le Léman, on s'est dit, tiens, c'est pas trop logique qu'on ait la même chose sur 2 lacs éloignés, alors que c'était a priori de la variation liée à des émissions sur le bassin versant, donc très local. Et en fait, en regardant avec les sédimentaux, ici on a 2 épisodes sédimentaux. Dans le Bourget, on a un effondrement du sédiment. Donc en fait, on a un facteur de dilution d'à peu près 4 sur ces points-là. Donc si on corrige du facteur de dilution, on se retrouve avec les points qui sont ici. Donc on a une progression des années 40 jusqu'aux années 70 qui est régulière. Et puis sur le Léman, c'est la même chose. Je crois que ça a été une grosse crue du Rhône qui a amené un apport particulier très important. Le Rhône n'étant pas contaminé à l'amont du lac Léman, on a eu aussi un effet de dilution. On n'a pas la valeur du facteur de dilution, on est en train de travailler sur des terrigènes pour retrouver ce facteur de dilution. Mais probablement on va se retrouver aussi dans une progression régulière de la contamination d'arsenic. Alors l'état de flux, 376 microgrammes par mètre carré par mois pour le lac du Bourget au pic dans les années 70, et puis le flux actuel, à peu près 7 microgrammes par mètre carré par mois. Donc rappelez-vous cette deuxième valeur, puisqu'on va la comparer dans un instant avec des sites distants. Et puis au niveau contamination actuelle, on est encore à 65 nanogrammes par gramme, 65 microgrammes par kilo dans le lac du Bourget. On est à 1 microgramme par kilo ou 1 nanogramme par gramme pour le lac Léman. Donc vous voyez que là on a une contamination qui est bien réduite. Et puis on est à 5 nanogrammes par gramme pour Annecy avec ici une remontée. Donc on ne sait pas trop si ça remonte vraiment, si c'est une erreur de mesure, si c'est de la bioturbation. On ne sait pas trop ce qui se passe sur cette valeur récente qui semble remonter. Donc après, on s'est intéressé non plus à la... Alors là, c'était, oui, je ne vous l'ai pas dit, c'était la somme des 7 PCB indicateurs. Donc là, on a essayé de travailler un petit peu sur quelle est la source de ces PCB dans les lacs. Et on a travaillé donc sur la répartition entre les PCB dits lourds et les PCB dits légers. Donc les légers étant plus volatiles peuvent provenir de contaminations beaucoup plus éloignées. Les PCB lourds, en principe, sont dus à une contamination qui est assez locale. Donc c'est en gros de l'ordre de la dizaine de kilomètres, alors que les autres, ça peut être plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a surtout des légers dans les années 1900 jusqu'à 1940, et puis ensuite on a un maximum de lourds. Donc ça ne fait pas 100%, puisque là-dedans on a tout ce qui est intermédiaire, volatile plus ou moins, et on ne les considère pas. Alors pourquoi on peut expliquer ça facilement? Tout simplement parce qu'en 1927, là, il y a une usine qui s'appelle la Savoisienne d'électricité qui fabriquait des transformateurs électriques qui s'est installée à Aix-les-Bains. Et qui s'est installée et qui a commencé à produire. Après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et donc arrêt de production, et puis production qui a redémarré après la guerre avec donc forte contamination locale. Sur Annecy, on a surtout des légers, sauf dans cette période-là. Cette période-là, c'est des lourds. Il n'y a pas d'activité PCB sur le bassin versant. Par contre, on peut imaginer qu'avec des flux ouest-est, on a eu une contamination donc, du lac d'Annecy liée à l'activité industrielle qu'il y avait sur le lac du Bourget. Ce qui semble confirmer cette hypothèse, c'est que sur le lac Léman, on a une contamination qui est plutôt liée à des PCB légers. Donc une contamination qui est plus lointaine. Donc on devrait avoir la même chose sur Annecy. Donc cet épisode-là peut provenir du bassin versant du lac du Bourget. Si on regarde après le transfert dans la chaîne trophique, on voit qu'on a à peu près la même répartition des PCB dans le poisson, donc ça c'est l'omble, que dans le sédiment. Là, on a à peu près le même profil de concentration, sauf qu'on a bien un facteur d'accumulation. Si on regarde que le 153 qui est le majoritaire,
On en a 200 nanogrammes par gramme dans le poisson pêché actuellement. Et donc ça c'est une moyenne sur une cinquantaine d'ongles chevaliers, différentes tailles, différentes teneurs en liquide, etc. Et on en a 25 nanogrammes par gramme dans le sédiment. Si on regarde la bioaccumulation avec la somme des 7 PCB indicateurs, on a à peu près 140 d'amplification entre le sédiment de surface et le poisson. Donc c'est clair que les poissons du lac, ils baignent dans des PCB. On crée son contact avec des PCB. Un truc qui nous intéresse, c'est voir comment le changement climatique va répartir les PCB dans l'environnement. Donc on s'intéresse surtout à cette partie-là. Donc tout ce qui va être fonte de glace d'altitude, tout ce qui va être transport vers les milieux de montagne, et puis intensification des événements météorologiques, plus de pluviométrie sur moins de temps, plus de neige sur moins de temps. Qu'est-ce que ça peut donner sur la répartition? Donc pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que Grimald avait vu que le lac Rhédo dans les Pyrénées était contaminé par les PCB, avec un flux de 42 nanogrammes par mètre carré par mois. Donc on est à un facteur 100 par rapport à ce qu'on a dans le lac du Bourget, 100 fois moins, 50% sous forme de neige, et un sédiment de surface qui malgré tout est contaminé à peu près comme le lac Léman et le lac d'Annecy, alors qu'on est à 2240 mètres d'altitude. Donc on a regardé deux lacs alpins, le Mont Blanc, dans le massif du Mont Blanc et dans les Belles Donnes, et on voit que là aussi on a une contamination. Donc là c'est toujours le temps, et puis là c'est la concentration des 7. Donc on est allé jusqu'à un max de 200 nanogrammes par gramme, 2 nanogrammes par gramme pardon, dans la période 48-87. On a été obligé de regrouper des pas de temps plus larges parce qu'il y a quand même moins de contamination, d'où les problèmes de limite de détection. Et puis on voit que selon la distance aux sources d'émission, donc Aix-les-Bains ou Grenoble, on n'a pas la même contamination. Grenoble c'est une deuxième source d'émission parce qu'on a produit du PCB après-guerre pour transformer l'industrie des armes chimiques chlorées en quelque chose pour le civil. Donc source d'émission aussi de PCB dans l'Isère et dans les milieux environnants. Si on regarde la répartition, on voit que sur Anterne, donc, qui est assez distant des sources, on a une répartition qui est assez uniforme dans tous les indicateurs, alors que sur le lac Blanc, qui est dans les Belles Donnes et qui est plus près des sources, on a surtout une répartition avec des PCB lourds, donc plutôt des sources plus proches que sur le lac d'Anterne. Et pour étudier ça finement, on s'intéresse actuellement à un lac qui est dans le parc des Écrins, donc 2000 mètres d'altitude, avec un accès piétonnier uniquement, donc on est sûr que jamais personne n'a amené du pyralène ou de la rocheur là-haut. Donc ça n'est venu que par voie atmosphérique. L'intérêt c'est qu'on a un glacier d'altitude ici avec une alimentation du lac. Donc la méthode, c'est de mesurer les dépôts atmosphériques, de mesurer l'eau de fond du glacier, des trappes pour récupérer le carbone suie, pour récupérer les têtes qui sont supposées être les voies de transfert des PCB dans la colonne d'eau, des carottes de sédiments, des invertébrés, des algues et du poisson. Et puis l'objectif, c'est de regarder le rôle du bassin versant. Est-ce qu'on a intensification des transferts par fonte du glacier, par fonte de la neige? Quel est l'effet des sols sur le transfert? Quelle est la biodisponibilité des PCB, donc rôle du carbone suie et puis impact du niveau trophique du lac et notamment du phytoplancton. Et puis ensuite, dans le compartiment piscicole, quels sont les facteurs d'influence. Donc on a choisi deux lacs, celui-là, plus un lac qui est un bassin versant juste à côté, donc même influence atmosphérique, mais des sols différents, des alimentations différentes et des niveaux trophiques, des degrés trophiques du lac qui sont signifiants. Voilà, excusez-moi d'avoir été long. Merci de votre attention.